Alors, Monsieur Jean Papa, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette grande interview que nous possédons. Vous avez dit il n'y a pas 2 mois, vous êtes sorti de la province pour des soins médicaux. Qu'en est-il aujourd'hui? Par rapport aux soins médicaux, d'abord merci pour cette invitation et merci pour la considération. Par rapport à ma situation sanitaire, je crois que les documents sont là. Rien n'a évolué dans le sens du paiement parce que le dossier est complet. Il a été validé par l'IGF le 19, c'était un mardi, 19 décembre 2023. Donc si nous atteignons le 23 avril, ça fera 4 mois. L'IGF a validé depuis cette date-là. Le dossier est sur la table du comptable, d'après ce qu'on m'a renseigné. Et ça n'attendait que le quitus ou le feu vert de son Excellence Madame le Gouverneur. Alors que dans l'administration, celui qui paye, au fait, c'est le ministre des Finances. Ça n'a rien à voir. C'est comme au niveau national. Quand le ministre des Finances nationales paye la dette intérieure, il ne se réfère pas au chef de l'État. Le chef de l'État n'a rien à voir là-dedans, ni le Premier ministre. C'est la responsabilité du ministre des Finances qui paye. Les dossiers passent par le budget, qui fait valider à l'IGF, et dès que ça arrive aux finances, c'est pour le paiement. Mais chez moi, ça n'a jamais été payé, alors que c'est validé depuis le 19 décembre 2023, donc bientôt 4 mois. Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Mais au moins, je voudrais signaler quelque chose. Compte tenu de la gravité de la maladie, quoique le paiement n'arrivait pas, j'ai quand même effectué le voyage à mes propres frais. Et je compte constituer les dossiers, introduire maintenant pour remboursement. Je suis exactement allé en Inde. Je suis passé par Brazzaville parce qu'à l'époque, j'étais recherché comme un bandit pour avoir seulement réclamé mes droits. Je suis passé par Brazzaville. De Brazzaville, j'ai pris l'avion pour New Delhi. J'ai suivi des soins primaires, c'est-à-dire j'ai fait les check-up et puis les soins primaires selon le montant que j'avais en poche. Et je suis rentré par Dubaï et Goma je suis rentré à Kinshasa. En fait, si j'ai traîné tout ce temps, c'est parce que j'attendais le paiement de mes frais médicaux. Est-ce que vous avez reçu des feedbacks par rapport à vos révélations autour de votre santé, également de revendications que vous avez adressées au ministre national de l'Intérieur et aussi au procureur général? Feedback positif, non, parce que ma situation n'a pas changé. Mais ils ont été informés et il y a eu trop de tractations autour. C'est également pour moi l'occasion de dénoncer un peu ce laxisme au niveau des autorités. Parce que quand un gouverneur de province peut dire « je ne paye pas » sans motif et que les autorités des tutelles sont informées et ne font rien, quelque part on se pose des questions. On est dans quel genre de gestion et quel genre de république? Je me pose cette question-là. C'est quand même une grande déception. Alors après cette déception, que comptez-vous faire pour le Tanganyika? Là, je suis arrivé hier à Kalemi parce que je suis candidat sénateur. Les élections étaient prévues initialement le lundi prochain, donc le 22 avril 2024. La CENI a publié un communiqué disant pour des raisons de contraintes budgétaires, ils ont couplé l'élection des sénateurs et l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, toutes ces 2 élections se passeront le même jour, le lundi 29. Voilà, donc je suis là pour ça. Qu'est-ce que je compte faire pour la province? La défendre. Il y a 2 missions pour un sénateur. C'est légiférer et contrôler. Légiférer, ce n'est pas aller construire un petit pont. Ce n'est pas le travail d'un sénateur. Le travail d'un sénateur, c'est récolter les doléances ou les besoins de la population parce que la circonscription électorale pour un sénateur, c'est toute la province.
Et donc, c'est circuler dans toute la province, tâter du doigt les doléances de la population, remonter avec et défendre pour que des lois soient proposées, votées et promulguées en faveur de la province dans tel secteur où ça ne marche pas. Je vous donne un exemple. Il y a presque 10 mois, si j'ai bonne mémoire, il y a un grand projet de corridor central avec la Tanzanie. Le budget du projet, c'est autour de 7 milliards. À peu près 7 milliards. La Tanzanie a pris la part du lion 4 milliards et la Tanzanie a 4 milliards en liquide en attente de 2 milliards 700 qui doivent venir de la RDC. Au niveau de la province, sûrement qu'on n'a pas ce montant. Nous avons des sénateurs du Tanganyika. Nous avons des députés nationaux du Tanganyika. Nous avons les députés provinciaux. Un travail devait se faire à ce niveau-là pour qu'on puisse arracher les 2 milliards 700 au niveau du gouvernement national plutôt. Et ça devait permettre à réhabiliter toutes les routes qui relient les 4 provinces. La route Kalemi-Lubumbashi, pour que les minéraux passent par là, parce que c'est le plus court chemin. Donc les minéraux qui viennent du Lolaba, du Haut-Katanga, devaient, au lieu de passer par la Zambie, Zimbabwe, jusqu'à Cape Town, ça devait arriver à Lubumbashi et prendre la route de Lubumbashi-Kalemi. Il y a là-dedans un port sec moderne qu'on devait construire. Ça arrive au port sec, et puis du port sec, on est à Dar es Salaam, et puis l'exportation. Entre-temps, tous les 6 territoires devaient être connectés par route, rail et par voie aérienne. C'est-à-dire, chaque territoire, un aéroport moderne. Rendre également international notre aéroport de Kalemi et l'aérogare, standard international. Ce projet, ça fait 10 mois, personne n'en parle. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment, la Tanzanie peut le faire avec un autre pays. Alors, moi, je crois que c'est dès que je passe sénateur, parce que je passerai, je vous confirme. Alors, je commence par ce projet-là. J'ai déjà conçu un avant-projet de création d'une agence de gestion du corridor central. J'ai déjà élaboré, je ne l'ai pas ici, mais je vous... bon, c'est encore secret, parce que c'est un avant-projet. On risque de me voler cela. Et également, même l'organigramme. Okay. Pour qu'il y ait une agence, à l'instar de l'agence Grand Inga, qui est rattachée directement à la présidence, pour éviter, vous connaissez avec tout ce qui se passe au niveau du gouvernement central, beaucoup de projets ne se réalisent pas parce que il y a beaucoup de pesanteurs, des commissions qu'on demande par des ministres nationaux, ils vont jusqu'à 30% et ça décourage les investisseurs. Alors je me suis dit, pour ce projet-là, il faut que l'agence soit créée et elle est rattachée directement à la présidente de la République. En fait, l'institution, c'est le président de la République, de sorte qu'on évite toutes ces pesanteurs-là au niveau des ministres, des vice-ministres ou des autres services. Voilà, je commence par là. Et puis, de deux, nous avons une province à vocation agro-pastorale. Nous avons le lac, tout le monde l'a étudié. On nous parle de 7 couches de poissons qui meurent, qui naissent, qui grandissent et qui meurent de vieillesse. Il faut développer la pêche industrielle. Au niveau de l'agriculture, Moba a le climat de Suisse. Il y a des pommes de terre jusqu'à cette dimension. On peut commencer à produire des frites. Il y a des territoires qui produisent le maïs. Le Congolo, les palmiers, on peut produire l'huile de palme en quantité industrielle. Ça participe à la fabrication du savon. Et donc, il y a des Congolo, il y a également le riz. Et dans la boisson qu'on fabrique, je crois que vous le savez, toutes les bières qu'on fabrique ici chez nous, j'ai travaillé chez Bralima, donc Heineken International pendant 7 ans. Toutes nos bières ont 70% de malt et 30% du riz. Et le riz, qu'on prend jusque-là, c'est le riz de Bumba. Mais il y a moyen, là où le riz pousse, l'orge pousse, c'est-à-dire le malt. C'est là qu'il y a des gros capitaux parce que le malt avec lequel on fabrique la bière ici chez nous vient
des États-Unis. Vous voyez les États-Unis, vous voyez la distance, et ça coûte cher. Si aujourd'hui, et la Bralima avait déjà fait à Bukavu et au Maniema une expérience de la culture du malt, ça a donné du malt de bonne qualité. Mais parce que les gens veulent des commissions et autres, on a exclu et on continue à importer. Donc nous avons notre riz qui peut participer à cela. Et nous avons d'autres produits. Donc nous pouvons développer la petite et moyenne industrie et essayer de donner de l'électricité, de l'eau potable à nos populations. Parce que sans l'énergie électrique, on ne peut rien faire. Et sans l'enseignement technique et professionnel, c'est-à-dire sans les ouvriers qualifiés, des ingénieurs qualifiés, on ne peut rien faire également pour un développement durable. Je crois que ce sont des secteurs, même le secteur de l'enseignement. Vous savez par exemple que c'est cette année, pour la première fois, qu'on aura les études supérieures techniques industrielles, c'est-à-dire mécanique, électricité. Ça n'a jamais existé dans le Tanganyika. Il n'y a que l'Ubouye qui forme des diplômés d'État. Il n'y a pas d'institution d'enseignement supérieur et universitaire technique, industriel, ça n'existe pas. C'est cette année que l'UNICAL a ouvert la filière avec le LMD, la filière sciences et technologies. Donc nous ne sommes qu'en premier graduat et il y a un problème déjà d'enseignants, de professeurs. Et donc, moi-même je suis un chevronné, ça fait 21 ans que j'enseigne dans ce domaine, que je forme des finalistes. J'enseigne en G1, G2 et puis L1, L2. Mécanique de production, mécanique appliquée. Voilà, donc c'est un domaine qui fait qu'on doit importer des techniciens et on ne peut pas avancer. Donc il y a le secteur de l'éducation, il y a le secteur agro-pastoral, il y a le secteur minier. Nous avons le lithium, nous avons 80% de réserves de lithium et nos amis ici de Olomami n'ont que 20%. Mais on nous parle de l'usine qui doit fabriquer les batteries à Lubumbashi. Vous voyez un peu comment on nous vole le leadership dans ce domaine-là. Je crois que je vais me battre pour que ça rentre ici. Parce que quand vous avez un site minier et que vous devez transformer, si la transformation est juste à côté, vous réduisez le prix. Et vous devez, sur le plan international, vous devenez vraiment concurrentiel. Et on peut rapporter beaucoup de choses. Voilà un peu, il y a beaucoup de secteurs. Je crois qu'on aura une émission bien élaborée où on va traiter secteur par secteur. Et aujourd'hui, est-ce que les députés vont facilement se faire confiance, parce que c'est toute la première fois de vous voir sous cette casquette en tant que candidat au sénatorial? Oui, je crois bien, parce que le temps que j'ai passé comme directeur de cabinet au niveau de la province, ça m'a permis d'intérioriser et de connaître la province. Pourquoi? Parce que le directeur de cabinet, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie du gouvernorat. C'est-à-dire, tous les courriers arrivent d'abord chez les directeurs de cabinet. Il doit lire tous les courriers, prendre connaissance et orienter. Il y a des courriers qui vont chez des conseillers pour faire des notes techniques. Il y a des courriers auxquels moi-même je réponds. Il y a des courriers de l'autorité, je lui propose des réponses et l'autorité valide. Bref, j'ai toute la cartographie de la province et je connais, bon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai les diagnostics en fait, de la province, okay, dans tous les domaines, que ce soit la sécurité, parce que je participe à tous les conseils de sécurité, je participe à tous les conseils de ministres et je reçois toutes les correspondances. Donc je suis la personne la mieux informée actuellement de la province. Et ça me permet maintenant, en tant que sénateur, je connais là où il faut toucher. Parce que j'ai le diagnostic de la province. Donc, je suis un candidat, si on est sérieux, je suis parmi les candidats qui devaient passer sans être élus. Et alors, on peut faire un aperçu par rapport aux élections des gouverneurs. Qu'y pensez-vous? Qu'est-ce doit faire le prochain gouverneur? Vous avez tous les diagnostics de la province. Qu'est-ce qui doit être comme priorité? La priorité, c'est d'abord, parce que nous avons des richesses. Quand vous avez des richesses, il faut être fort pour les exploiter sans avoir des incursions. Il faudrait d'abord la sécurité de la province. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. Les zones minières sont souvent attaquées par des groupes armés. Il faut sécuriser. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Alors quand quelqu'un doit venir avec son argent pour investir dans la province, dès qu'il sent et on lui dit que là où il y a des mines, il y a des groupes armés, il se rétracte. Il ne va pas mettre l'argent là où il y a la guerre. Donc il faut d'abord la sécurité, pacifier la province
travailler là-dessus. Il y a déjà un travail qui a déjà commencé avec les PDD RCS. Alors, il faut intensifier ce travail et terminer. Les groupes armés, il faut les intégrer socialement. Parce qu'ils utilisaient les armes pour exploiter illicitement. Et quand nous pacifions, il faut les prendre, il faut constituer ce qu'on appelle des centres d'art et métiers. Il faut leur apprendre un métier, des menuisiers, de plombiers et tout et tout. Et après, on leur donne un fonds de démarrage pour qu'ils créent des petites entités ou unités de production. Il y a cela. En dehors de cela, il y a des domaines de prédilection pour notre province. Je vous l'ai dit, l'agro-pastoral, surtout la pêche, parce que ce lac peut nourrir peut-être même toute l'Afrique. Hein. Si vraiment on a la pêche industrielle, on prend ce lac, on prend tous les cours d'eau que nous avons, on prend les autres fleuves, et partout où il y a nous pouvons nourrir et exporter. Nous avons des domaines, comme je vous ai dit, à Moba, et on peut exploiter. Congolo, partout, là-bas, il y a le riz, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de domaines qu'on peut exploiter. Donc nous allons nous battre, mais d'abord, c'est la sécurité. Deuxième secteur important, c'est l'enseignement technique et professionnel. Parce qu'on ne sait pas construire des usines, des industries, même des raffineries pour tous nos produits. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de vendre le brut. Quand vous exploitez les minéraux et vous vendez le brut, c'est une grande perte pour la province. Parce qu'un minerai peut coûter 1000 $, mais après transformation, ça peut coûter 100 000. Donc vous, quand vous vendez à 1000 $, donc quelqu'un d'autre peut avoir 99 000 au-dessus. Donc il faut lutter pour qu'on puisse industrialiser la production. Une fois j'ai suivi le Rwanda, avait construit une raffinerie du coltan avec, si je ne me trompe pas, 6 milliards. 5 à 6 millions, pas 6 milliards, 5 à 6 millions de dollars. Mais nous sommes dans un pays où il y a 57 millions qui se sont volatilisés. C'est combien de raffineries? Est-ce que nous manquons 5 millions pour construire une raffinerie? Et aujourd'hui, le Rwanda a des grands marchés et des grands bénéfices. Aujourd'hui, regardez Kigali avant que notre coltan ne traverse. Et aujourd'hui, nous devons le faire. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des compétences. Moi, personnellement, je peux témoigner à l'ISPT, tous les amis rwandais qui ont étudié chez nous, ils sont ministres et DG. Des amis qui étaient derrière nous. Quand nous avions 70, 80 et ils avaient 50, ils passaient à la limite. Mais chez eux, c'est nous qui les avons formés. Brazzaville, tous les grands travaux. Chaque année, Brazzaville envoie des étudiants chez nous, à l'ISPT, à l'ISTA et à l'UNIKIN, qui font la technique. Et c'est le gouvernement qui paye. Sans la technique, sans l'enseignement technique et professionnel, on ne peut rien développer dans ce pays. Donc c'est un secteur clé, il faut aller là-dedans. Pour le Tanganyika, il faut une université qui a la polytechnique. Et cette polytechnique doit être orientée vers les secteurs de prédilection comme en Afrique du Sud, par exemple à Stellenbosch. Il y a toute une université qui ne traite que de l'agro-pastoral. Alors tout ce que les Sud-Africains consomment, ça vient de chez eux. Les jus, tout est transformé sur place, tout est fait sur place. Vous pouvez faire 10 ans en Afrique du Sud, vous rentrez 10 ans après, le pain a le même prix. Le jus a le même prix. L'autosuffisance alimentaire. Et je voudrais terminer par un dicton par rapport à ça. L'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Nguza Karibond, je crois que vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui, il avait dit un jour ceci. Quand j'étais petit, je croyais que ce sont les jambes qui soutenaient l'estomac. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est l'estomac qui soutient les jambes. C'est-à-dire un estomac vide, tu ne peux même pas marcher, tu ne peux même pas réfléchir. Donc je vais me battre pour l'autosuffisance alimentaire. Les greniers des territoires où les produits pourrissent. Il y a des techniques maintenant avec les écorces là même de noix de palme. On doit concasser et on comprimer. On peut arranger toutes les routes des desserts agricoles. Il y a maintenant des techniques qui vous permettent de le faire sans utiliser le goudron. Donc il faudrait les routes des desserts agricoles pour relier les greniers, c'est-à-dire les productions des territoires, aux centres commerciaux, pour développer également là-bas. Il y a des cours d'eau. Il y a des turbines bulbes. Même un cours d'eau avec une chute de 1 mètre ou 2 mètres, avec les turbines bulbes, même avec seulement l'énergie des vagues, on peut produire l'électricité.
et l'électricité verte. C'est avec les cours d'eau, ce sont des mini centrales hydroélectriques. Donc on peut avoir l'électricité dans tous les territoires. On arrange les routes agricoles, on arrange les grandes routes avec qui relient toutes les provinces comme ailleurs, en Afrique du Sud par exemple. Toutes les provinces sont reliées par route, par rail, également par voie aérienne. Toutes les provinces ont des aéroports au standard international. Donc, nous devons travailler là-dessus. Et le secteur sanitaire, sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Nous devons avoir des hôpitaux au standard international. Nous devons avoir la couverture universelle sanitaire. Nous pouvons développer, je vais lutter pour qu'on développe comme l'Afrique de l'Ouest, des mutuelles de santé, où des gens s'abonnent. L'argent des uns soigne les autres. Quand vous êtes 1000 et que ce mois-là, il n'y a que 10 qui tombent malades, donc les cotisations de ces 990 vont soigner les autres, même pour des cas urgents. Donc l'Afrique de l'Ouest s'est beaucoup développée et ils ont maîtrisé pratiquement ce secteur-là avec des mutuelles de santé. Donc il faut lutter pour la bonne santé, pour avoir l'électricité et l'eau potable, pour être en bonne santé, et l'électricité pour développer la petite et moyenne industrie. En fait, en bref, je vais lutter pour créer la classe moyenne, parce qu'elle n'existe pas. Nous avons une caste des riches et des très pauvres, dont nous sommes aux extrêmes. Et les riches ne veulent pas que les pauvres aillent les rejoindre, parce qu'ils veulent trôner, et alors que s'ils développent la classe moyenne, ils n'auront pas beaucoup de maux de tête. Peut-être en dernier mot à la population du Tanganyika. À ma population du Tanganyika, j'ai dit d'abord, je suis rentré parce qu'il y avait de mauvaises langues qui disaient que je ne pouvais pas rentrer en province. Moi, je me posais la question pourquoi. Et c'est quand on va aux soins. Peut-être ils espéraient que je vais mourir là-bas. C'est pourquoi ces langues-là disaient que je n'allais pas rentrer. Peut-être. Mais s'ils pensaient que je ne peux pas rentrer parce que j'ai réclamé mes droits, là, ils se trompent. Ils se trompent. Toutes les autorités du pays sont informées sur mon cas. J'ai été dans plusieurs bureaux. Le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. J'ai écrit au directeur en réservant copie à toutes les autorités du pays. Ils sont informés. Et donc, ils m'ont dit, c'est ton droit, tu as postulé, va et travaille dans la quiétude. Si quelqu'un t'inquiète, quel qu'il soit, dans cette province-là, il saura que la force est à la loi. Voilà, je suis rentré en toute quiétude pour l'élection. Je ne suis pas rentré pour des polémiques. Ce qui est passé est passé. On a refusé de me donner l'argent pour me soigner. Je me suis soigné moi-même parce que je suis entrepreneur. Mon entreprise m'a pris en charge. Et là, je suis en bonne santé. Je ne prends pas les C4. Hein, donc, je prends ce qui est bio. Donc, je suis en bonne santé. Et donc, j'ai dit à la population de me faire confiance. Je vais défendre leurs intérêts. J'ai dit aux députés provinciaux, le chef de l'État, le magistrat suprême. Et je crois que vous êtes informés que hier, le procureur général, près la Cour de cassation, a écrit officiellement qu'on doit dénoncer toute forme de corruption. Et les gens seront punis sévèrement. Madame le ministre de la Justice a fait la même chose. Le chef de l'État a fait la même chose. La CENI a fait un communiqué pour dénoncer. Et donc, à nos députés provinciaux, toutes ces années, on vous a acheté. On vous a donné 50 000, 30 000. Vous avez mis en place des gens qui n'ont pas ce mérite-là. Pour une fois, si vous aimez cette province, parce que la population vous a élu et vous a donné cette confiance, regardez les candidats qu'il y a. Prenez le candidat qui mérite, que la méritocratie puisse régner. Celui qui n'a rien en tête, vous le mettez de côté malgré son argent. Prenez celui qui a quelque chose même s'il n'a rien. Il va nous rendre des services. Mais je conseille aussi qu'il n'y a pas que celui qui a quelque chose dans la tête, mais il doit avoir aussi le minimum pour vivre. Sinon, ce sera un voleur. Il va arriver, la première des choses, il va prendre l'argent pour acheter la maison. Vous prenez un candidat gouverneur qui est locataire. Il passe. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est prendre l'argent de la caisse et puis acheter une maison. Donc, il faut concilier les deux. Comme ailleurs en Europe, on fiche un candidat. S'il n'a pas suffisamment de moyens, il n'est pas stable sur le plan matériel, financier et autres, on l'élimine. Parce que on ne peut pas mettre la province en danger, la caisse de l'État. Et il doit avoir également un plan. C'est pourquoi moi je propose, en terminant, aux députés
provinciaux, que tous les candidats passent dans les médias, qu'ils disent ce qu'ils pensent, et qu'il y ait même des débats contradictoires. Qu'on sache, nous votons qui, il est quoi, il a quoi en tête. Que quelqu'un seulement qui donne l'argent et puis il prend et puis il va nous allons faire tourner en rond. Donc, que la population me fasse confiance, que les députés provinciaux m'élisent, parce que je crois que je suis le mieux informé pour le moment sur la province. Je suis un candidat qui connaît les diagnostics de la province et qui n'a jamais été dans la magouille. Je peux vous dire une chose qui peut vous surprendre. J'ai étudié jusqu'à ce que j'ai terminé. Je n'ai jamais triché. On m'appelait loi 0. Je communiquais avant et après l'examen. Jamais. Et je n'avais jamais utilisé un copion jusqu'à ce que j'ai fini. Et j'ai terminé toutes mes études et tous les cycles avec distinction. Et je suis professeur à l'université. Et donc, je n'aime pas la corruption. Si je l'ai dénoncé, c'est parce que je ne suis pas dedans. Sinon, j'allais fermer ma bouche. Tous ceux qui étaient dedans ne parlent pas. Parce que de toutes les façons, quand vous mangez, la bouche est pleine, vous ne parlez plus. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean-Pape. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.